mais comme vous êtes relativement nombreux, on ne va pas vous faire attendre, on a déjà pris pas mal de retard. Donc là, on va commencer une dernière séance pour aujourd'hui sur les relations entre ville et État. Un point qui a été plutôt abordé en filigrane, par petites touches au cours des trois premières sessions et qui aujourd'hui va faire l'objet d'un focus. Cette question des rapports entre ville et État est une vieille question. Max Weber a pas mal écrit sur ces questions-là. Mais il y a deux événements récents qui ont, on va dire, qui ont reposé de manière forte, et même on peut dire de manière brutale, ces questions de relations, de rapports entre les villes et les États. C'est d'une part l'élection, à la suite de l'élection d'une nouvelle administration républicaine avec un président Donald Trump qui a, la manière qu'on lui connaît maintenant, posé directement et brutalement la question, ses positions par rapport au phénomène migratoire et à la question du changement climatique, et puis plus près de nous, mais pratiquement, je veux dire, à la même période, le vote en fait de la population britannique de se retirer donc de l'Union européenne et du Brexit, et donc les débuts de confrontation que ça peut avoir aujourd'hui avec notamment des villes comme Londres principalement, mais avec d'autres également villes du Royaume-Uni. Et ces deux décisions importantes ont mis en avant, s'il le fallait, la divergence des intérêts qu'il pouvait y avoir entre d'un côté les États, ou certains États, et les villes, ou certaines villes, notamment les villes dont l'économie est la plus globalisée et qui ont peut-être le plus à pâtir en fait, de décisions de leurs États respectifs. Alors cette session va donc traiter de cette question sous cet angle-là, à travers un certain nombre d'interrogations sur les moyens et les ressources que les villes peuvent mettre en œuvre, justement pour contrecarrer, ou en tout cas pour mitiguer, on dirait en anglais, réduire les conflits qui peuvent avoir l'État. Quelles sont leurs marges de manœuvre aujourd'hui à ces villes, les chances de succès de politique qu'elles peuvent vouloir mener. Et dans ces cadres-là, assiste-t-on ou pas à une nouvelle montée en puissance des villes en tant qu'acteurs internationaux, et notamment à leur autonomisation par rapport aux États. Alors pour traiter de cette question, nous avons trois intervenants. Alors tout d'abord, je vais excuser le maire de Grande-Synthe, Damien Carène, qui devait participer à cette réunion, qui a dû, pour des raisons indépendantes de sa volonté, j'imagine, ne pas pouvoir assister à ce débat aujourd'hui. On va commencer par une présentation de Nicolas Maisetti, à ma droite. Nicolas est chercheur au LATS, il a fait sa thèse sur l'internalisation de Marseille, et il est auteur, il est politiste, une formation, et il est auteur d'un petit livret que vous avez pu avoir, qui donc fait partie intégrante des travaux qui ont été commandités ici dans le cadre du programme d'internationalisation des villes, donc sur le retour des villes dissidentes. Donc pendant une vingtaine de minutes, Nicolas va nous présenter son travail, son livre, etc., et ses réflexions. Il sera directement suivi de Daniel Kubler, qui fera, on va dire, on l'a présenté comme ça, une intervention en tant que gros discutant, on va dire, en tout cas, qui va reprendre, j'imagine, un peu ce qui est dit dans ce travail pour faire peut-être, on va dire, des commentaires critiques, ou plutôt critiques, comme j'ai pu le voir. Donc, Daniel Kubler est professeur de sciences politiques à l'Université fédérale de Zurich, co-président de l'Institut de la démocratie locale, c'est ça, donc voilà. Et puis qui est donc, spécialiste de démocratie locale, spécialiste de gouvernance urbaine et métropolitaine, avec énormément, essentiellement, beaucoup de travaux comparatifs au niveau international. Et puis, je demanderai en troisième lieu à monsieur Vallier, qui est donc secrétaire général du Conseil des communautés et des régions d'Europe, qui est, à ma connaissance, l'une des plus anciennes, peut-être même la plus ancienne association de villes et d'autorités locales en Europe, créée en 1951, c'est ça, et à Genève, qui représente plus de 40 pays, et qui est non
seulement la plus ancienne, mais aussi la plus importante. Voilà. Donc il nous dit un peu son sentiment, ce qu'on aura entendu au préalable, et puis j'ouvrirai la question, éventuellement moi avec des... J'ouvrirai le débat, pardon, éventuellement moi avec des questions, si la salle est un peu muette au départ, si je n'ai pas la parole à la salle. Nicolas, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais présenter quelques résultats effectivement issus de cette publication sur le retour des villes dissidentes. Alors, mon analyse porte sur des politiques étrangères municipales et leur rapport à la politique étrangère des États, de leur État respectif, en questionnant la dimension conflictuelle potentielle de ces diplomaties des villes. Alors pour évoquer cette question de la diplomatie des villes, dire d'abord que l'histoire de la diplomatie des villes et de son traitement dans la littérature montre que cette question est peuplée de tensions avec les États. La politique étrangère municipale, pour le dire autrement, pourrait illustrer des mouvements de contestation de l'État. Et l'un des premiers à évoquer cette idée est peut-être Ivo Duchazek, qui parle de souveraineté perforée par les initiatives internationales des villes. On parle alors dans la littérature d'État multivocal pour expliquer que finalement la diplomatie des villes produit une fragmentation dans l'appareil d'État et potentiellement donc une cacophonie qui, dans la mesure où elle permet, cette diplomatie des villes, l'expression de voix multiples et discordantes sur la scène internationale. Et dans la littérature, on a un certain nombre de termes qui émergent dans les années 90 pour qualifier ces pratiques. Alors on parle de paradiplomatie ou de proto-diplomatie, qui désigne donc des initiatives diplomatiques prises par des pouvoirs locaux en dehors du contrôle des autorités centrales. Il suggère, un certain nombre d'auteurs suggèrent une dispersion de l'autorité de l'État, une contestation de ses fonctions régaliennes. Un auteur comme Stéphane Paquin, par exemple, parle de diplomatie identitaire pour qualifier les initiatives, notamment en Catalogne ou au Québec, et qui peuvent donc déboucher sur des revendications autonomistes. Mais en dépit de ces travaux, finalement, la montée en puissance des villes dans la politique mondiale et dans la diplomatie n'a pas fait l'objet d'études approfondies dans le champ notamment de la sociologie des relations internationales. On a quelques études, mais ces rares travaux sur ce point concluent que les États demeurent le seul acteur des relations internationales, et donc on aurait une résilience finalement des pouvoirs centraux. Et donc c'est un peu la persistance de ce vieil adage réaliste dans la sociologie des relations internationales qui nous dit que les acteurs non étatiques existent, mais sur la scène internationale, mais ils n'agissent que par l'intermédiaire des États. Et un article d'Yves en 2008 dresse justement une revue de littérature sur cette difficulté qu'ont les relations internationales à conceptualiser la diplomatie des villes, c'est le titre de son papier, et il mentionne tout de même quelques travaux qui évoquent l'existence de stratégies dissidentes dans les politiques étrangères municipales. La première de ces études est celle menée par Heidi Hopps, donc au milieu des années 90, qui interroge la montée de mobilisations politiques localisées qui viennent contester la politique étrangère dans les années 80 sous les administrations Reagan et sur une série d'enjeux, sur 3 enjeux principalement. Le premier, c'est la question nucléaire et la constitution dans certaines localités américaines de Free Nuclear Zone, notamment dans le Montana et au Maryland, et aussi en Californie, donc des collectivités locales, des autorités locales qui refusent de voir s'installer sur leur commune, sur leur territoire, des usines nucléaires ou des transports de convois nucléaires, civils ou militaires. Le deuxième type de dossier, c'est la dénonciation de la politique ségrégationniste en Afrique du Sud, qui se traduit sur le plan de la diplomatie des villes par des procès entre des villes, notamment à Baltimore, et des entreprises américaines qui faisaient commerce avec l'Afrique du Sud et qui, lors des procès, étaient soutenues et conseillées par des avocats du département de la justice, donc des membres de l'administration Reagan.
Et le troisième dossier, qui va nous intéresser directement, c'est un certain nombre de mesures de protection de migrants, de réfugiés qui fuient les régimes au Salvador, au Guatemala et au Nicaragua, toujours dans la même période, milieu des années 80. Puisque, au nom de la lutte anticommuniste, Reagan refusait de leur accorder le statut de réfugié, et donc certaines églises, puisque là on est plutôt à l'échelle d'églises, leur offraient une protection. Et c'est de là que naît le terme de ville sanctuaire, j'y reviendrai. Et donc, Heidi Hopps dessine une géographie américaine de ces mobilisations, d'une part, en dressant la carte de environ 350 entités locales qui s'impliquent dans l'un ou l'autre de ces dossiers. Dans cette carte, on a le nord-ouest et la côte est, donc peuplée des grandes universités, avec des églises influentes et dirigées par des membres du Parti démocrate. Et parallèlement, elle propose une sociologie de ces mobilisations en soulignant le poids des classes moyennes urbaines dotées d'un fort capital culturel qui les disposerait à l'ouverture, c'est le terme, et à un pacifisme hérité des luttes dans les années 60, notamment contre la guerre au Vietnam et pour la défense des droits civiques. Donc on a donc une alliance à ce moment-là entre des élites politiques opposées au pouvoir central et des groupes sociaux mobilisés dans des associations d'avocats, des militants des droits de l'homme, dans les universités et dans les églises. Et c'est à cette époque, pareil, dans le milieu des années 80, qu'un juriste, Michael Schuman, c'est la seconde étude que j'évoquerai, plaide en faveur d'une politique étrangère localisée qui prend la forme, selon lui, d'une critique du monopole étatique en matière donc, de politique étrangère. Et Schuman, et c'est ça qui me paraît intéressant par rapport à ce que je vais dire par la suite sur l'épisode actuel des villes sanctuaires sous l'administration Trump, sa plaidoirie finalement conjugue des arguments portant sur les valeurs et les principes avec d'autres portant sur la distribution juridique des compétences. Donc il défend le droit constitutionnel des villes et des États fédérés et des comtés à intervenir sur la scène internationale au nom des libertés fondamentales, puisque son raisonnement juridique se double d'un jugement sur les valeurs lorsqu'il avance des arguments moraux, notamment pour montrer qu'il pourrait y avoir une combinaison entre la légalité des instruments et la légitimité des principes. La diplomatie municipale, selon lui, devrait permettre de faire de la politique étrangère autrement, de refonder finalement la diplomatie globale finalement par le local. C'est ce qu'il appelle le BIMBY, Begin in My Backyard. Toutefois, les travaux tant de Heidi Hopps et de Schuman notent un épuisement des mobilisations locales en matière de politique étrangère à la fin des années 80. À la fin de l'ère Reagan, et surtout avec l'arrivée au pouvoir de Bill Clinton, tout se passe comme si finalement la parenthèse des mobilisations localisées hostiles à la politique étrangère fédérale se referme. Et pourtant, et c'est l'autre point de départ empirique cette fois de ma recherche, donc qui a fait l'objet de cette publication aux éditions du Pucard, on assiste à une réémergence des villes sanctuaires aux États-Unis qui contestent la politique étrangère fédérale à la faveur de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je me suis demandé si finalement ces initiatives ne constituaient pas un retour du mouvement dissident aux États-Unis. Et puis, comme Christian l'a rappelé, effectivement, dans un second temps, j'ai essayé de comparer des initiatives au Royaume-Uni, donc dans le contexte post-Brexit, pour analyser un possible élargissement des oppositions locales aux politiques étrangères. Donc un mot rapide sur la méthode de cette recherche. Donc, le matériau empirique sur lequel je m'appuie est double, et il est dans les deux cas de seconde main. Premièrement, j'ai procédé à une revue de littérature en matière d'analyse des relations internationales qui me permettait donc de constater ce que je viens de dire un petit peu, la faible place occupée par les autorités locales et non centrales dans les travaux existants. Et en second lieu, j'ai procédé à un dépouillement de la presse américaine et française dans une moindre mesure, ainsi qu'une analyse des rapports d'expertise militants produits par des think tanks. Et ce matériau m'a permis de restituer la controverse, c'est d'abord une analyse d'une controverse, dans ses séquences, dans ses tournants et dans ses ruptures. Et puis ça me permettait aussi de recueillir la parole publique des protagonistes, donc des dirigeants publics, politiques dans les villes et au sein du gouvernement, les militants des droits, des experts, des consultants, afin d'observer les prises de position des uns et des autres et leurs échanges. Donc le 25 janvier 2017,
conformément à ses engagements électoraux, Donald Trump, à peine installé à la Maison-Blanche, c'est la première semaine après son investiture, signe une série de décrets, donc ces executive orders, qui sont censés traduire en actes sa fermeté affichée durant la campagne présidentielle à l'égard des immigrés clandestins. Donc, dans un amalgame qui associe immigration à insécurité, ces textes prévoient d'une part la construction d'un mur sur la frontière mexicaine, financé, vous savez, censé être financé par le gouvernement mexicain, et puis des sanctions financières à l'encontre des villes sanctuaires. Alors ce terme de ville sanctuaire n'a pas de définition juridique stricte. Il désigne, ou il peut désigner, l'absence ou le refus de la collaboration de la part des polices locales avec la police fédérale chargée de la lutte contre l'immigration clandestine. C'est ICE pour Immigration and Customs Enforcement. Plus largement, le mouvement sanctuaire rassemble l'ensemble des municipalités, des États fédérés, des juridictions et des polices locales, voire des églises et des associations qui offrent une protection aux migrants clandestins, dont le nombre est estimé à environ 11 millions aux États-Unis, les clandestins. On a donc 200 villes et 300 juridictions américaines qui revendiquent ou peuvent se voir attribuer, certains ne l'affichent pas en tant que tel, le statut de sanctuaire. Soit parce qu'elles l'ont adopté formellement, soit parce qu'elles mettent en œuvre de facto de telles politiques. Parce qu'on a en fait une grande variété de politiques de sanctuarisation, si on peut les qualifier ainsi. Certaines ne font pas l'objet de publicité de la part des pouvoirs locaux, d'autres relèvent d'une déclaration qui revendique ce statut, être inscrite même dans une loi à l'échelle des États ou des villes. Elles peuvent se traduire par des mesures spécifiques ou, le plus souvent, par une absence de ressources municipales, budgétaires ou des ressources humaines, qui sont dédiées à l'application des lois fédérales sur l'immigration. Donc, en l'absence de cadre légal précis, finalement, les villes sont dites sanctuaires dès lors qu'elles refusent de coopérer avec ICE. Concrètement, les forces de l'ordre local et les agents municipaux s'abstiennent, on l'a dit tout à l'heure un petit peu sur le cas canadien, s'abstiennent de vérifier la régularité des titres de séjour des personnes arrêtées ou s'abstiennent de remettre aux autorités fédérales les détenus clandestins qui pourraient faire l'objet d'une liste. Et les acteurs et les institutions locales appartenant à ce mouvement sanctuaire partagent une même rhétorique de l'opposition. Cet argumentaire se déplie, me semble-t-il, sur une série de registres qui renvoient aux trois champs d'études classiques de la politique. Premièrement, celui de l'étude pour l'exercice du pouvoir, le champ de la politique. Deuxièmement, celui de la production des politiques publiques, la policy. Et troisièmement, celui de la définition de l'ordre politique et des principes, des valeurs qui le fondent, la politique. Et il me semble que les villes sanctuaires, actuellement, se déploient sur ces trois registres, que c'est sur ces trois registres que se nouent les conflits entre le pouvoir fédéral et le mouvement sanctuaire sur les questions de politique étrangère. Alors, la politique, c'est, me semble-t-il, le plus visible dans le traitement médiatique. C'est le terrain d'affrontement qui est le plus souvent mentionné, notamment dans la presse. C'est la compétition pour l'occupation des fonctions électives, c'est-à-dire, en clair, c'est l'opposition à Trump. Puisque cette controverse sur l'accueil des migrants s'inscrit dans les conflits entre des gouverneurs et des maires démocrates, d'une part, et une présidence républicaine. Et le thème, même la mise sur agenda des villes sanctuaires, ressurgit durant la campagne présidentielle de 2016, dès la primaire républicaine de 2015. Donc on a effectivement un contexte où on a des positions sécuritaires, particulièrement sécuritaires, défendues par la plupart des candidats républicains, et notamment le favori à la nomination, donc Donald Trump. Et au cœur de la campagne républicaine, on a un fait divers, donc on est en juillet 2015, avec l'assassinat de Catherine Steile dans la ville sanctuaire de San Francisco par un émigré clandestin mexicain multirécidiviste. Et donc ça fait... la campagne s'articule autour de ce fait divers, et pour les républicains, l'existence des villes sanctuaires est le symbole du laxisme des démocrates à l'égard de l'immigration et par extension à l'égard des questions de sécurité. Et pour ces élus républicains, les villes sanctuaires donc, ne posent pas tant un problème en matière de politique étrangère, mais c'est discuté au prisme de la politique intérieure.
Et du côté démocrate, la controverse est aussi mobilisée dans l'espace des affrontements politiques, puisqu'il s'agit aussi de faire figure de premier opposant à Donald Trump. Ensuite, le terrain d'affrontement est en même temps celui de la policy, c'est-à-dire la construction des politiques publiques. Là, je voudrais distinguer deux objets qui sont liés, mais qui sont quand même, sont relativement distincts. D'une part, les pouvoirs locaux mettent en avant les ressources économiques procurées par les migrants, qu'ils soient légaux ou clandestins, et leur contribution à l'activité économique. Donc on entend beaucoup, dans le sens commun, qu'il n'y a pas un bar ou un restaurant à New York qui est ouvert si on commence à demander les papiers aux employés. Ça, c'est le premier point, c'est les ressources économiques des migrants. Et d'autre part, ces mêmes pouvoirs locaux estiment que la lutte anti-immigration est un obstacle à la mise en œuvre d'une action publique efficace, notamment en matière de sécurité, de lutte contre l'insécurité. Puisque c'est le reproche qui leur est fait suite à l'affaire Stein. Par exemple, certaines municipalités justifient leur politique sanctuaire par la volonté d'améliorer la confiance entre la population et la police. Voilà cet extrait d'un propos d'un dirigeant de police locale qui dit qu'il a besoin que finalement les immigrés travaillent avec le commissariat de quartier, qu'ils témoignent en cas de crime ou de délit. Et que si on commençait effectivement à leur demander leur papier, il y aurait des difficultés même à lutter contre l'insécurité. Enfin, et conjointement à ces deux éléments, politics et policy, les dirigeants des villes sanctuaires s'appuient sur des arguments qui relèvent de la politique au sens des grandes catégories théoriques, quasi philosophiques, du politique. Et là aussi, je voudrais distinguer deux éléments. En premier lieu, c'est le terrain juridique. La controverse entre ville sanctuaire et pouvoir fédéral prend appui sur la question de l'autonomie locale revendiquée par les mouvements sanctuaires, puisque le fédéralisme oblige aux États-Unis, aucune obligation juridique ne contraint les autorités locales américaines à assister, à coopérer avec les forces de police fédérales dans la politique migratoire. Cependant, le mouvement sanctuaire ne se réduit pas à une controverse juridique, me semble-t-il, autour d'un principe de subsidiarité et de répartition des compétences, puisqu'on est aussi sur le terrain des valeurs et des principes. Les comportements hostiles au pouvoir fédéral seraient assimilables, selon la maire d'Auckland, au statut d'objecteur de conscience. La ville sanctuaire renvoie donc plus largement à une attitude politique adoptée par les autorités locales. Et selon les villes sanctuaires, cette attitude, elle est celle de l'ouverture et de la tolérance, et qui serait un trait, je reviendrai peut-être si j'ai un moment, qui serait un trait de l'identité et des valeurs américaines. Alors, le développement de la controverse. Donc, c'est dès l'élection de Trump. Oui, dès l'élection de Trump, en novembre 2016, et l'ouverture de la période de transition, les villes et les États qui sont soucieux de protéger les migrants s'organisent. Donc l'État de Californie, on le voit ici, adopte le California Values Act, qui s'oppose à la future politique anti-immigration. Et sur la côte Est, on a le procureur général de New York qui annonce les grandes lignes d'un guide d'assistance juridique qui explique aux polices locales comment refuser de coopérer avec les autorités fédérales sur l'immigration. Parce que parmi les décrets présidentiels signés durant la première semaine de son entrée en fonction, il y a un des décrets qui porte sur les villes sanctuaires. C'est le décret 13768 qui porte sur la sécurité publique à l'intérieur des États-Unis et qui dénonce les juridictions sanctuaires qui violent consciemment la loi fédérale en tentant de protéger les clandestins contre leur expulsion. Le texte prévoit même, on le voit en gras, prévoit même de priver les villes sanctuaires de financement fédéraux. Ce décret suscite immédiatement une levée de bouclier dans les villes démocrates de l'Ouest et de l'Est, ainsi que dans les poches progressistes du Middle West, notamment à Chicago, dirigé par l'ancien Chief of Staff d'Obama. Et les prises de position des édits se situent clairement autant sur le plan des principes et des valeurs d'une part, que sur celui de l'efficacité des politiques publiques, en particulier sur le plan de la sécurité. En somme, ils jugent la politique anti-immigration de Trump à la fois contre-productive et contraire aux valeurs de leur ville et de leur pays. Et ils prônent une politique d'immigration donc ouverte. Voilà ici. J'ajoute que les institutions publiques ne sont pas les seules à réagir.
outre certaines églises, notamment les églises Quakers, dans la tradition des Sanctuary Churches, des collectifs de Dreamers se constituent autour des associations de défense de migrants. Le nom des Dreamers renvoie aux étrangers arrivés enfants aux États-Unis et qui ne sont jamais parvenus à obtenir de papier. Et dans les universités également, on observe des manifestations d'étudiants qui se multiplient. Donc je passe rapidement sur les outils envisagés par l'administration Trump pour punir les villes sanctuaires. Donc une campagne de shaming, l'administration publie les noms des villes qui protègent les migrants, on envisage des poursuites judiciaires, et puis donc cette menace de suspendre les financements fédéraux. Et pourtant, le pouvoir central dispose de peu de moyens juridiques pour contrer les positions et les dispositifs des villes récalcitrantes à appliquer les lois fédérales, à collaborer avec la police, et le débat se place très rapidement dans les tribunaux. Mais pas à l'initiative de Trump, à l'initiative des villes sanctuaires elles-mêmes. Parce que le jour de la publication du traité 13768, du décret 13768, le chef de file des démocrates au Sénat californien, donc ce monsieur Kevin DeLeon, conseillé par l'ancien ministre de la Justice d'Obama, affirme l'inconstitutionnalité du décret au regard du 10e amendement, qui explique que les compétences qui sont explicitement accordées au gouvernement qui ne sont pas explicitement accordées au gouvernement fédéral sont du ressort des États fédérés. C'est le principe de subsidiarité numérique, qui d'ailleurs, en l'occurrence, est défendu par la gauche américaine, alors que c'est plutôt un amendement défendu par la droite, notamment à la sauce Tea Party, qui conteste le Big Government. Mais Kevin DeLeon, lui, qualifie le décret de Trump de principe de suprémaciste blanc, et donc il attaque le décret, l'executive order, et il y a un jugement qui est rendu en avril 2017, et la Cour fédérale de San Francisco rend sa décision et ordonne la suspension de l'application du décret. Donc c'est une première victoire juridique pour les villes sanctuaires, qui met pas du tout fin au bras de fer entre les deux camps, finalement. La polémique se poursuit, beaucoup par tweet interposé, bien sûr, tandis que sur le terrain, finalement, les expulsions se poursuivent avec ou sans l'aide des polices et des autorités locales. Alors je vais m'arrêter là pour les villes sanctuaires, pour évoquer en 2 minutes la comparaison. Ah oui, et cet article-là, très récemment, j'ai vu ça la semaine dernière, il y a des villes anti-sanctuaires qui se constituent, une espèce de contre-réseau informel qui viennent appuyer la politique anti-immigration de l'administration Trump. Et je passe au deuxième cas très rapidement, le cas du Londres post-Brexit, puisque effectivement en mai 2016, au moment de la campagne référendaire sur l'appartenance du Royaume-Uni dans l'Union, le travailliste syndical, donc ce monsieur, succède à la mairie de Londres à Boris Johnson, qui était l'un des chefs de file conservateurs du Brexit. Et donc on a une double campagne, quelque part, référendaire et municipale, et syndicale, multiplier les interventions à destination des investisseurs pour réaffirmer l'ouverture de sa ville au business. Il répète son engagement à défendre la City et les services financiers, en liant donc cette défense avec son combat pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Il fait même campagne avec David Cameron, le Premier ministre à l'époque conservateur. Le parcours de syndical n'est pas celui d'un homme de l'aile gauche du Parti travailliste, puisqu'il s'oppose plutôt à l'orientation d'un Corbyn, par exemple, mais le résultat du référendum lui donne finalement à syndical une ressource pour se légitimer en tant que maire nouvellement élu et à l'intérieur du Parti travailliste. Il trouve dans l'affrontement avec l'exécutif sur cette question internationale un espace de visibilité et d'affirmation de ses principes. Donc on est là aussi entre la politique et le politique. Il devient finalement une figure du rassemblement, non seulement au sein de la gauche britannique, mais aussi, puisque le leadership de Corbyn est un peu contesté après le résultat du référendum, mais plus largement au sein de la frange de l'opinion publique favorable au Remain. Donc il allie des positions progressistes sur le plan des questions de société et un style politique qui est jugé calme et positif et qui tranche avec son rival Boris Johnson, avec un climat politique également du référendum, de la fin du référendum, marqué par une campagne au volant xénophobe. Et dès le lendemain du référendum perdu, et je m'arrêterai là, le syndical lance une contre-offensive destinée à affirmer l'ouverture de Londres sur le monde, mais dans un message qui est ambivalent, puisqu'il s'adresse tout à la fois, mais surtout, me semble-t-il, aux investisseurs et aux touristes sur le plan économique,
mais aussi, par un jeu de langage, hein, à l'esprit de la tolérance de la population dans un contexte donc marqué par la domination des thèmes de la souveraineté et de l'immigration. Et donc c'est à partir de ce hashtag, hein, London is Open, que se développe une campagne de communication destinée, je cite, à envoyer un message positif au monde. Hein, je ne sais pas quel monde, quel message, sinon l'ouverture. Il ne s'agit pas seulement de défendre la présence des activités économiques dans la capitale britannique, mais aussi de promouvoir l'identité cosmopolite de Londres. Hein. Et les deux seraient menacés par les effets du référendum et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc il va mettre en place cette campagne dans deux directions. D'abord auprès du gouvernement May et des institutions européennes en réclamant un statut spécifique pour Londres dans le cadre des négociations sur le Brexit. Il va même essayer d'obtenir un siège pour assister aux négociations et pour pouvoir négocier aux côtés de son gouvernement. Évidemment pas les mêmes termes. Son objectif, c'est d'éviter les effets de l'application d'un Brexit hard, hein, qui priverait le Royaume-Uni, mais Londres, de son passeport financier. Et le dernier volet de sa contre-offensive, c'est celui-ci, c'est celui d'une tournée diplomatique à la fin de l'année 2016, où il va rendre visite aux villes et à ses homologues de Berlin, de Bruxelles, de Madrid, de Varsovie et donc de Paris, dans une opération de promotion économique. L'idée, c'est de répondre aux velléités exprimées par un certain nombre de villes européennes, notamment Paris, qui étaient d'attirer les sièges des banques et des organisations internationales et des entreprises installées à Londres, qui trouveraient un climat d'affaires beaucoup plus favorable sur le continent. Et donc, accompagner les chefs d'entreprise, le syndicat a profité de cette visite, de ces visites, pour marteler son credo de l'ouverture de sa ville aux investisseurs et aux travailleurs migrants, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes migrants que j'ai évoqués précédemment. Et c'est dans ce contexte, donc, lors de sa visite à Paris, en juin 2016, il co-signe un texte, Travailler ensemble, qui se conclut ainsi, je ne sais pas si on voit bien, ensemble, nous pouvons être un contrepoids puissant face à la léthargie des États-nations et à l'influence des lobbies, plaçant ainsi le débat sur la question des villes contre les États. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Je ne vais pas maintenant passer la parole à Daniel qui va se confronter sur cette idée. Merci beaucoup, bonsoir. Merci beaucoup aux organisateurs de cette conférence de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de parler ici. On m'a demandé une discussion de la contribution de Nicolas Maizetti, une discussion dans le sens d'une mise en contexte de cette littérature, de ce paradigme, si on peut dire, concernant les relations entre les villes et les États, et un paradigme qui veut justement que les villes prennent le dessus sur les États, ou en tout cas gagnent en autonomie par rapport aux États-nations. Donc on a l'impression un peu, quand on regarde cette littérature qui s'occupe de cette question, on a l'impression d'un traumatisme qui est en quelque sorte essayé d'être digéré. C'est le traumatisme de la création des États-nations. Parce que les villes, il faut le dire, elles sont bien plus anciennes que les États-nations, et dans la formation des États-nations à travers le monde, en fait, les villes ont été en quelque sorte relayées au plan le plus bas possible, sur le même plan de gouvernements locaux bien plus petits que les villes. Donc, certains des articles qu'on peut lire sur cette question donnent l'impression qu'on est en train de revivre l'âge d'or des villes, qu'on est en train de renouer avec les temps glorieux des cités antiques ou des villes de la Renaissance italienne, que vous voyez ici, Venise et Florence par exemple, qui, dans le temps, en fait, étaient les acteurs principaux des relations internationales. Alors, ce que je vais essayer de faire dans le temps qui m'était imparti, c'est d'abord de voir un peu les arguments de cette littérature, quels sont les arguments, surtout le contexte de ces arguments, qu'est-ce qui amène les auteurs à dire que les villes gagnent en autonomie, gagnent en importance. Et je vais brièvement m'arrêter sur le cas, à mon avis, emblématique de la politique étrangère. Je développerai plus en avant pourquoi c'est un cas emblématique. Et pour conclure, quelques observations à propos de la situation actuelle. Bon, quels sont les arguments
et quel est le contexte des arguments des auteurs ou de cette littérature qui affirment que les villes s'affirment par rapport à leurs États. Il y a 3 arguments qu'on peut distinguer. Le premier argument est avant tout un argument de globalisation économique. En fait, c'est un argument qui renoue avec les travaux sur la World City ou sur la Global City de Friedman de Saskia Sassen, et qui conçoivent en fait les villes comme des nœuds dans des réseaux mondialisés d'échanges économiques surtout, mais aussi culturels et sociaux. Les villes, dans cette optique-là, seraient en fait, en tant que nœuds dans ces différents réseaux, seraient plutôt sujets aux dynamiques qui se jouent dans ces réseaux. Donc ce qui se passe dans les villes dépend beaucoup des firmes, dépend beaucoup des business globaux, dépend de la finance internationale, dépend de la classe internationale capitaliste, soi-disant, et donc ce qui se passe dans les villes dépend de ces réseaux-là et non pas de leurs États. Donc les firmes globales sont plus importantes que les États, disent les auteurs qui défendent ce point de vue-là, ou qui avancent cet argument. C'est ça la raison pour laquelle les villes s'affirment par rapport à leurs États. Un deuxième argument dans cette littérature est celui de la métropolisation. La métropolisation, en fait, ça décrit le processus d'étalement urbain des villes. Les villes d'aujourd'hui, vous le savez, quand on regarde Paris, c'est absolument évident, les villes d'aujourd'hui, en fait, ce ne sont plus des villes, ce sont des régions urbaines qui recouvrent une multiplicité de territoires, que ce soit communaux, départementaux, voire régionaux, et parfois des villes frontalières, parfois aussi des territoires internationaux. Donc, les villes d'aujourd'hui, ces régions urbaines, sont peut-être des espaces fonctionnels intégrés, mais institutionnellement, ce sont des espaces extrêmement fragmentés. Ça pose un énorme problème pour la conduite des politiques publiques dans ces espaces institutionnellement fragmentés. Il faut amener ces milliers de communes, ces dizaines de départements, ces quelques régions à collaborer ensemble, à créer des structures coopératives pour résoudre certains problèmes de transport, pour résoudre des problèmes de développement territorial notamment. Et disons, les réponses pragmatiques à ces problèmes de politique publique ont fait émerger des acteurs non étatiques, des acteurs à différents niveaux. On ne sait pas très bien à quel niveau ils se situent. Parfois, les coopérations regroupent des territoires à différents niveaux, que ce soit des communes, des départements, des régions. Dans ce processus, disent certains de ces auteurs, l'État est de plus en plus creux, puisque en fait, il est caché en quelque sorte dans les hiérarchies qui s'aplatissent dans ces multiples structures de coopération. Les multiples structures de coopération, donc nécessaires dans ces espaces métropolitains fragmentés, mènent à une recomposition des hiérarchies institutionnelles traditionnelles et mènent donc à un regain d'importance des villes et des gouvernements locaux de façon générale par rapport aux États, et qui relativement perd donc, en importance sur les gouvernements locaux en général et les villes en particulier. Troisième argument, c'est celui de l'intégration européenne. Il est vrai que dans l'intégration, dans le processus d'intégration de l'Union européenne, on a vu un rôle de plus en plus accru des régions et des gouvernements locaux, dont la gouvernance multiniveau qui a commencé à émerger en Europe. D'une part, c'est à cause d'une refonte et de réforme assez importante de systèmes de gouvernement régional et local dans plein de pays d'Europe. On voit par exemple sur ce graphique, c'est un graphique tiré d'un ouvrage de Lisbeth Wogen-Marx et Arjen Schechter, qui ont essayé de mesurer un indice d'autorité régionale qui reflète en fait le pouvoir des régions, donc au niveau intermédiaire entre États-nations et gouvernements locaux. Et vous voyez ici que pour la moyenne européenne générale, c'est en train d'augmenter. Pour certains pays comme la France, là, c'est vraiment des bons assez dramatiques qu'on peut constater. Donc il y a, à cause de réforme du système de gouvernement local,
des entités nouvelles sous-nationales qui sont montées en puissance. Ces montées en puissance de territoires sous-nationaux sont également suivies par des partenariats qui se créent dans le cadre de programmes européens, notamment dans le cadre de multiples programmes de fonds structurels, de cohésion sociale, et les villes notamment qui deviennent partenaires de ces programmes européens sans forcément accèdent à des ressources nouvelles provenant du niveau européen sans forcément passer par leur gouvernement national. Donc certains auteurs, comme Patrick Le Gallès d'ailleurs, ont vu dans cette tendance se créer une capacité d'action collective des villes à l'intérieur et grâce à ce type de programme, et qui serait le signe en fait d'un retour des villes européennes aussi grâce au processus d'intégration européenne. Donc tout cela ne touche pas encore forcément le domaine de la politique internationale, de la politique étrangère, mais de façon d'autres domaines de façon plus générale. Pour ce qui est de la politique étrangère, on constate dans la littérature qui traite des relations entre États et villes qu'en fait ce n'est pas un phénomène d'engagement des villes au niveau international, ce n'est pas quelque chose qui est très très récent. Au contraire, déjà au début du XXe siècle, il y avait déjà des réseaux d'échanges, notamment professionnels, qui se sont créés dans divers domaines techniques, d'urbanisme, architectural et autres, et qui ont vu qui se sont organisés en conférences internationales où des techniciens, des professionnels se regroupaient, se revoyaient, échanger sur leurs problèmes et sur le savoir-faire. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, il y a eu le mouvement des jumelages des villes qui essayent aussi de bâtir des ponts entre différents pays. Mais c'est vrai que c'est surtout par rapport aux institutions européennes et à l'intégration européenne que ces activités se sont multipliées. D'une part, parce que ces réseaux d'échange international donnaient une occasion pour les villes participantes de s'informer sur ces programmes européens, de savoir comment on allait devoir créer, quel type de projet il fallait formuler pour avoir accès à ces fonds, pour trouver des partenaires avec lesquels, par exemple, on pouvait soumettre un projet. Mais aussi, d'autre part, ces réseaux européens ont aussi été l'occasion de représenter les intérêts des différentes villes dans les instances européennes qui devaient décider justement de ce type de programme qu'ils allaient mettre en place. D'autre part, de façon plus, disons, récente, dans les années 90 notamment, on voit de plus en plus, et ça aussi on l'a vu avec l'exposé de Syria tout à l'heure, de réseaux mondiaux de villes qui, par exemple, s'impliquent dans les arènes de gouvernance globale, comme justement les négociations climatiques, mais aussi dans les domaines des échanges commerciaux et technologiques, notamment l'OMT par exemple. Il y a aussi des villes qui ont essayé de se faire entendre leurs intérêts à ce niveau-là. Alors tout cela, en fait, on pourrait croire que c'est forcément quelque chose qui est signe d'une autonomie croissante des villes par rapport à leurs États. Quand on regarde les jeux plus précis de ces réseaux, et comment les jeux d'acteurs se passent dans ces réseaux, on constate quand même souvent que ce n'est pas forcément une confrontation entre les intérêts nationaux et les intérêts des villes, mais c'est plutôt des coopérations aussi entre les États-nations et les villes. Par exemple, on a trouvé dans une étude dans laquelle j'étais impliqué, que les villes de l'Europe de l'Est, des pays nouveaux membres de l'Union européenne, ont quand même, par leur participation au réseau Eurocity, ont contribué à préparer l'accession, par exemple, de la Hongrie, de la Pologne, à l'Union européenne. Les confrontations, en fait, entre les États-nations et les villes sont plutôt, telles qui ont été relatées, par exemple, par Nicolas tout à l'heure, sont plutôt rares. En fait, c'est plutôt une convergence d'intérêts que l'on voit à l'œuvre dans ces réseaux internationaux. Alors, pour conclure, quelques observations à partir de la situation actuelle pour savoir qu'est-ce qui en est
qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la validité des arguments qui sont le soubassement en fait de cette hypothèse des villes qui s'affirment par rapport à leurs États. Premièrement, l'argument économique. Christian l'a dit tout à l'heure, ce matin en introduction à ce colloque, on peut dire que l'argument économique de la globalisation qui aiderait les villes à être indépendantes de leur État, il a été falsifié. Falsifié par la réponse dans la plupart des pays à la crise économique et financière nationale. Göran Terborn, dans un article en fait très intéressant parce que j'ai rarement vu une critique aussi farouche de cette thèse de la ville qui s'affirme par rapport à leurs États, dit bien que en fait, les acteurs économiques globalisés dans ces différentes villes, ils n'ont pas été demandés à leurs copains de les aider de la banqueroute, mais c'est plutôt les États-nations qui ont dû tirer les épingles du jeu, non? Oui, c'est ça. Et qui ont dû sauver les banques, qui ont dû sauver les firmes internationales suite à ces crises de liquidité. Donc le retour en force de l'État-nation, et notamment des banques centrales dans l'économie globale, est en fait une raison pour laquelle l'argument économique ne peut plus tenir comme argument pour dire que les villes s'affirment par rapport à leurs États. Qu'en est-il du deuxième argument, l'argument métropolitain? Je dirais qu'il se trouve en fait renversé. Ce qu'on voit quand on analyse les structures de coopération dans les espaces métropolitains, ce n'est pas forcément une autonomie plus grande des gouvernements locaux par rapport aux gouvernements nationaux, mais c'est plutôt l'inverse. C'est l'ingérence des structures étatiques nationales dans les politiques métropolitaines locales. Neil Brenner parle même d'une recomposition de l'État à l'échelle des aires métropolitaines. Donc c'est l'État des États qui deviennent de plus en plus importants, qui deviennent des acteurs de plus en plus importants dans la gouvernance métropolitaine. Et pourquoi? Eh bien, simplement parce que plus une aire métropolitaine est grande, plus elle pèse du point de vue démographique et économique, donc aussi du point de vue électoral pour les gouvernements nationaux qui ne peuvent plus se permettre de ne pas s'occuper de ce qui se passe dans les espaces métropolitains. On le voit très bien à Paris, les projets d'infrastructure très, très significatifs ces dernières années n'ont pas été faits contre l'État, mais bien sûr avec l'État, avec le gouvernement national. En ce qui concerne l'argument de la gouvernance multiniveau européen qui aurait émergé, et qui aurait ouvert des opportunités nouvelles aux villes de s'affirmer au niveau européen et international, eh bien, là, je dois dire que je suis relativement incertain, et j'aimerais bien écouter les propos ensuite de Frédéric Vallier pour savoir ce qu'il en pense, parce que c'est sûr que dans le climat actuel de regain du nationalisme et du retrait d'États importants comme les États-Unis, par exemple, d'organisations multilatérales, mais aussi au niveau européen du regain du nationalisme par rapport et contre l'Union européenne, on peut se demander si la gouvernance multiniveau continuera à offrir aux villes les opportunités qu'elle a offertes par le passé pour justement s'affirmer contre leurs États et pour influencer les politiques internationales. Donc, je conclus par une conclusion un peu, disons, pessimiste ou plutôt réaliste. Peut-être cette hypothèse des villes sans État a-t-elle été exagérée? En tout cas, il semble que si elle n'a jamais existé, c'est de toute façon un interlude qui touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Daniel. Sans transition, comme on dit, puisque tu as fait la transition, je vais donner la parole à Vallier pour qu'il nous dise justement ce sentiment sur ces deux exposés, puis sur les thèses qui sont défendues, en tout cas qui sont proposées. Merci. Ça va être compliqué de répondre à tout, mais moi j'espère qu'on va pouvoir avoir un dialogue. D'abord, pour dire que, comme vous l'avez dit en début de votre propos, les villes existaient avant les États. Alors moi j'ai une lecture un peu peut-être différente
Et puis le XXe siècle a montré les limites de ces États-nations, puisqu'on a quand même eu la guerre mondiale, donc une incapacité à préserver la paix et le bien-être, en tout cas en partie. Et puis arrive la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous avez rappelé que le CCRE a été constitué en 1951, à l'origine, sur deux piliers principaux. D'abord, accompagner le mouvement de création d'une Europe unie, donc suite à l'appel de Schuman. Et puis, le deuxième pilier, c'était la revendication à l'autonomie locale. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui a donné naissance, dès 1953, à la première charte européenne des libertés communales, comme on l'a appelée, qui est devenue par la suite, ça a mis 25 ans, la charte européenne de l'autonomie locale du Conseil de l'Europe, qui est l'outil légal d'affirmation de l'autonomie locale en Europe, et qui donc normalement garantit aux autorités locales, aux municipalités, des droits en termes d'autonomie locale, notamment fiscale. Mais évidemment, cette charte, même si elle est ratifiée par l'ensemble des pays du Conseil de l'Europe, elle n'est pas toujours respectée. Et ça, elle est même de moins en moins respectée, je dirais. Donc ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, on assiste à un mouvement de recentralisation au niveau européen, alors que depuis les années 50, on assistait à une vague de décentralisation dans la plupart des pays européens, y compris celui où nous sommes ici. Et on voit que depuis, je pense, la crise de 2008, mais déjà même un peu avant, les États veulent reprendre la main sur un certain nombre de choses, la crise ayant servi de prétexte pour reprendre en main les finances locales. Alors, moi j'analyse ça de façon peut-être un peu différente, parce que je pense que les États centraux sont en tension. D'un côté, avec l'émergence du multinational, c'est-à-dire en Europe, évidemment, avec l'Union européenne, mais aussi avec la globalisation, on voit que les États ont de moins en moins de prise sur la gestion du quotidien, même si la crise économique de 2008 a montré qu'effectivement ils étaient encore régulateurs d'une bonne partie des choses, n'empêche qu'ils n'ont pas pu la prévenir, et qu'on voit bien que l'économie peut se développer finalement peut-être au-delà des règles nationales. Encore plus maintenant avec la troisième révolution industrielle, l'émergence du digital. On voit bien que les États n'ont pas pris sur Airbnb, Uber, enfin même s'ils essayent de réguler, c'est très difficile. Et puis il y a de plus en plus de prérogatives qui sont confiées à l'Union européenne, pour ce qui concerne les pays d'Europe. Et donc l'État se trouve dépossédé d'un certain nombre de choses, même si c'est eux qui contrôlent la plupart des décisions, si ce n'est pas toutes les décisions qui sont prises au niveau de l'Union européenne à travers le Conseil. Et puis donc de l'autre côté, la tension décentralisation qui a donné aux pouvoirs locaux et régionaux de plus en plus de prérogatives, avec la capacité d'organiser leur propre développement territorial et de gérer un certain nombre de politiques publiques liées au quotidien des citoyens. Donc les administrations centrales se sont retrouvées sous cette tension. Et donc aujourd'hui, on assiste à un double phénomène d'affirmation, je dirais, de l'autorité nationale par les administrations centrales, c'est-à-dire plus que par les politiques eux-mêmes, et en même temps d'une volonté quand même des citoyens eux-mêmes de remettre du national au cœur de la politique dans un certain nombre de pays, si ce n'est dans tous les pays, puisque finalement le Brexit c'est l'expression de ça, c'est la revendication à ce que le futur soit plus facile à organiser s'il est organisé au niveau national qu'à un niveau supranational. C'est vrai aussi de l'élection Trump, c'est vrai aussi des élections successives dans les pays d'Europe centrale et un peu partout, voire même, pour aller au-delà, c'est aussi l'émergence des nationalismes régionalistes, on peut dire, avec
la revendication à l'indépendance en Écosse, en Catalogne, en Flandre et ailleurs. Tout ça fait qu'on est dans un moment de grands changements. Mais pour revenir au sujet des villes et de la relation aux États et de l'internationalisation, je voudrais rappeler que le premier mouvement international de villes, il a été créé en 1912 à Gand, Bayula, pour affirmer la volonté des maires de préserver la paix dans le monde, et notamment en Europe. On a vu qu'après ça a débouché sur la Première Guerre mondiale, enfin, c'est pas eux qui l'ont évidemment institué, mais c'était déjà une affirmation de différenciation des élus locaux par rapport à leur gouvernement, puisque tout le monde voyait bien qu'il y avait une tension grandissante entre les États, et donc ça a été cette affirmation-là. Et ensuite, le mouvement post-Deuxième Guerre mondiale, qui s'est aussi mis en place en réaction évidemment à la Deuxième Guerre mondiale, avec le mouvement pour la paix, le congrès de La Haye en 1948, la création du mouvement européen, et donc le CCRE s'inscrit dans cette logique-là, en réunissant des maires qui disent plus jamais ça. Et donc mettons en place des dispositifs pour rapprocher les citoyens, d'où la création du mouvement du jumelage. Le CCRE a été à l'origine des jumelages de villes. Donc aujourd'hui, même si les jumelages ne sont pas considérés comme un mouvement toujours très moderne, on va dire, n'empêche qu'en Europe, il y a 30 000 jumelages de villes qui existent et qui ont, à travers les années, eu leur utilité. Par exemple, quand il y a eu le rapprochement avec les pays de l'Est de l'Europe, les mouvements des jumelages ont été très importants pour justement rapprocher les villes. Quand il y a eu les problèmes en Roumanie, alors je ne sais pas, il y a peut-être des anciens comme moi qui se souviennent, mais à la fin des années 80, quand Ceausescu avait décidé de supprimer tous les villages roumains pour concentrer la population dans les villes européennes de l'Ouest ont adopté des villages roumains qui se sont ensuite transformés en jumelage de coopération. Mais ça a été un mouvement assez extraordinaire qui a, je pense, joué énormément dans la révolution roumaine et dans l'arrêt de cette politique, en tout cas dans la sensibilisation à la fois des citoyens en Europe et même des gouvernements centraux. Et aujourd'hui, avec le Brexit, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que nos amis anglais me disaient depuis des années: bon, les jumelages, il faut arrêter, ce truc-là, ça sert à rien, ne parlons plus de jumelage. Et puis tout d'un coup, avec le Brexit, voilà que les maires anglais reviennent nous voir en disant: mais comment on peut revitaliser le mouvement des jumelages? Parce que nous, en fait, ça va être le seul moyen qu'on va avoir de continuer à avoir des relations avec nos homologues en Europe, pas le seul, mais un des seuls. Donc on voudrait savoir comment on peut revitaliser ce mouvement-là. Et prochainement, je crois dans un mois ou deux, il y aura la première rencontre franco-britannique des maires depuis des années, alors que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on se closait un peu. Et maintenant, à cause ou grâce au Brexit, je ne sais pas comment il faut dire, il y a un rapprochement qui se fait au niveau des gouvernements locaux, anglais et européens, en particulier français, sur l'idée qu'on peut continuer à entretenir des relations transnationales grâce aux relations qu'on peut établir entre collectivités locales. Donc ça, c'est un exemple pour dire que je pense que les relations internationales de ville, elles se déploient quand les États sont en souffrance. Et c'est vrai aussi pour les États-Unis. Il y a un élément que vous n'avez pas cité dans votre exemple, mais qui parle de ce qu'on disait avant sur le climat. Quand les États-Unis n'ont pas signé le protocole de Kyoto en 1992, les maires américains se sont constitués en Conference of Mayors. C'était le maire de Seattle à l'époque qui était le fer de lance de ce mouvement, pour dire: ben, nous, les villes américaines, on va appliquer le protocole de Kyoto. Et donc après, bon, ça s'est un peu dilué. Et maintenant, ça revient avec l'affaire de Trump qui refuse de signer l'accord de Paris, enfin, qui s'en retire. Et donc, on voit bien que quand les États ne sont pas en phase avec le mouvement local, là, il y a résistance, peut-être, et il y a affirmation d'une volonté d'aller plus loin. Mais quand il y a
convergence entre l'État et les collectivités locales, là je suis d'accord avec vous, je pense que du coup, ça diminue la volonté des villes à la fois de porter une parole différente et puis de s'engager dans un mouvement international. Mais il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer. Bon, Damien Carême n'est pas venu, mais enfin, il serait là, il parlerait évidemment des migrations. Il y a l'exemple du maire du sud de l'Italie, vous avez peut-être entendu parler, qui est actuellement alors il n'est pas en prison, mais il est en arrêt domiciliaire, merci. Et on voit bien que là, et ça c'est un autre exemple que je vais prendre, quand un maire ne suit pas les politiques nationales et se met en dissidence, l'État a les moyens de lui trouver des coups dans la tête, si on peut dire, pour mettre la justice contre lui et dire qu'il n'a pas respecté les règles de l'État, donc il ne peut plus exercer son mandat, donc on va le mettre en situation de ne pas pouvoir exercer son mandat. Pourquoi? Parce que les élus locaux n'ont pas de protection juridique par rapport aux États, c'est la différence avec les parlementaires. Un maire n'est pas protégé juridiquement. Ça, c'est un des éléments qu'on souhaite aujourd'hui défendre, promouvoir. C'est la possibilité pour les maires, dans l'exercice de leur mandat, évidemment, il ne s'agit pas de protéger des criminels, mais dans l'exercice de leur mandat, devraient pouvoir être protégés comme les parlementaires le sont vis-à-vis de l'État central. Parce que bon, il y a ce cas du maire du sud de l'Italie, mais je pourrais parler des maires kurdes en Turquie, des maires moldaves. Énormément de maires en Moldavie sont en situation difficile avec leur gouvernement central, parce qu'ils sont en fait en opposition politique. Le maire de Dakar, qui est en prison depuis plusieurs années, parce qu'il est opposant au président de la République sénégalais. Voilà, enfin bon. Donc les tensions existent, elles sont fortes, et c'est important pour cela qu'il y ait des réseaux internationaux qui puissent à la fois soutenir le développement d'autonomie locale et en même temps être vigilants par rapport à un certain nombre d'éléments d'évolution, parce que on souhaite mettre en place non pas une opposition entre les États et les villes, ça sera la conclusion de mon propos et ça répondra peut-être à votre dernière question. Aujourd'hui, on ne parle plus trop de gouvernance à multiniveau. Je n'ai jamais aimé ce propos parce que le multiniveau, ça veut dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Mais plutôt de gouvernance en partenariat, et on voit que sur un certain nombre d'éléments de politique internationale, que ce soit le climat, que ce soit les ODD, les objectifs du développement durable, tout l'agenda 2030, en fait, les organisations internationales sont venues nous chercher pour dire on ne pourra pas faire sans vous, les villes, donc on a besoin de construire avec vous. Et donc le discours que nous on tient, c'est ok, on est évidemment volontaire pour travailler avec vous, mais on veut créer des conditions d'un partenariat qui incluent à la fois les gouvernements locaux, régionaux, les États et les organisations internationales, que ce soit l'Union européenne ou l'ONU. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans l'Union européenne, par exemple, il n'y a aucune reconnaissance officielle du rôle des gouvernements locaux. Les régions, oui, mais les gouvernements locaux, il n'y a rien pratiquement. Sauf depuis quelques années où il y a une communication de la Commission européenne validée par le Conseil sur le rôle des gouvernements locaux dans la coopération, leur contribution dans la coopération au développement européen. Donc ça veut dire que l'action de coopération décentralisée, par exemple, est reconnue par l'Union européenne comme partie intégrante de la coopération au développement de toute l'Union européenne. Et puis, là, dernièrement, au mois de juillet, le Parlement européen a adopté une déclaration, un statement, disant que les gouvernements locaux et régionaux et leurs organisations représentatives, c'est-à-dire nous en l'occurrence, le CCRE et Eurocities,
font partie intégrante de la gouvernance européenne et doivent être associés à l'ensemble des politiques européennes, ce qui est un énorme succès pour nous. Après, il faut que ce soit reconnu par les États, parce que c'est toujours cette tension entre États et gouvernements locaux. Mais on voit bien que quand l'Union européenne n'arrive pas aussi à passer des politiques, ils essayent de passer par-dessus les États pour aller nous chercher. Et en général, les États résistent en disant non. Donc on fait autrement. On a la Convention des maires pour le climat, dont on a parlé tout à l'heure, 7000 villes engagées sur le climat. On a l'agenda urbain européen qui a été proposé sous présidence néerlandaise avec le pacte d'Amsterdam, qui là est un engagement volontaire des réseaux européens et des villes de créer des pilotes sur un certain nombre de territoires pour voir comment les politiques européennes peuvent s'appliquer au niveau local. Et ça, c'est vraiment nouveau aussi. Et puis, on a tout un tas d'instruments qui sont des chartes. Par exemple, sur l'égalité des genres, on a la charte européenne pour l'égalité femmes-hommes dans la vie locale, pardon. On a évidemment la charte européenne pour l'autonomie locale, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui là est un instrument juridique. Et puis d'autres éléments. Il y a eu dans le temps la charte européenne pour les droits de l'homme dans la ville, la charte européenne contre le racisme. Enfin, bon, il y en a toute une série. Il y en a qui n'existent plus beaucoup d'ailleurs. Enfin, pour vous dire qu'ils se mettent en place des instruments qui permettent aux villes justement à la fois d'avoir une action commune et en même temps de peser dans le débat public sur un certain nombre d'éléments. Et sur la migration par exemple, les villes ont été parmi les premières à dire mais on peut trouver des réponses à cette question d'immigration. Nous on a adopté un texte dès 2005 pour dire qu'on pouvait organiser une répartition des migrants sur le territoire européen et que les gouvernements locaux étaient volontaires pour accueillir des migrants à condition évidemment qu'on nous en donne les moyens et puis qu'il y ait un accompagnement qui puisse se mettre en place entre l'Union européenne, les États et les gouvernements locaux. Les États n'ont jamais accepté qu'on puisse le faire. Merci beaucoup. Il nous reste à peu près 5 minutes. Alors moi j'ai non. Moi j'ai des questions, mais peut-être que par contre tout à l'heure, je poser à la salle. On va prendre une ou deux questions et après on verra une réponse. L'interlocuteur intervenant de répondre collectivement. Question. Je donne une question à Nicolas et une autre à Daniel. Une partie de la conflictualité vis-à-vis aux États-Unis n'est-elle pas tout simplement le reflet du positionnement de la gauche américaine versus les républicains? Et donc dans la carte que tu nous as montrée, des villes sanctuaires, est-ce qu'il y a des villes qui ne sont pas progressistes? Et plus globalement, dans le climat, on a aussi cette opposition vers le progressisme écologique, on pourrait l'appeler comme ça, des villes qui prétendent être plus progressistes que les États. Et la deuxième question, elle est un peu plus lourde, c'est est-ce qu'on peut considérer, comprendre la relation ville-État indépendamment des contextes nationaux? Est-ce qu'elle se pose de la même manière en France, dans les milieux hyper centralisés, dans les milieux décentralisés comme en Allemagne, ou en Grèce, où on ne voit pas trop peut-être que les économies urbaines dépendent de l'État, dans le contexte grec? Et enfin, j'ai une question aussi, est-ce qu'aujourd'hui le retour de l'État-nation que vous voyez, de l'autorité et des protectionnismes, est-ce que c'est pas tout simplement synonyme de recul de la démocratie et de montée des populismes, de réponse à la montée des populismes? Peut-être une autre question. Une autre question de la salle avant qu'on fasse un dernier tour de piste. Donc voilà, moi je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour ta question. Alors, est-ce que tous les maires des villes sanctuaires sont progressistes ou démocrates? Vraiment, on va faire le compte, surtout qu'il y a beaucoup, surtout ça a changé, hein, et il y a beaucoup d'indépendants aussi. Mais il y a quelques indépendants. Mais c'est vrai qu'il y a un cas qui a attiré mon attention et l'attention des médias, c'est celui du maire du comté de Miami-Dade, qui est le seul qui a reculé finalement face à la menace de couper les vivres fédéraux des financements
fédéraux, et il a estimé que, pas sur un plan éthique, mais sur un plan financier, sa ville était une ville sanctuaire, et il ne voulait pas se voir privé des financements fédéraux, et donc il a renoncé à ces mesures sanctuaires. Voilà. Mais ce n'était pas un maire démocrate, il était indépendant, et il avait soutenu Clinton dans la dernière ligne droite des élections, mais il avait assisté à l'investiture de Donald Trump. C'est quelqu'un qui est un peu à la marge, au centre, à la marge des appareils partisans. Peut-être laisser passer, peut-être des choses à dire sur ces rapports ville-État et jeu à somme nulle, c'est-à-dire quand les villes se renforcent, les États s'affaiblissent et inversement. Alors, merci pour la question. Bien sûr, je suis totalement d'accord. La question des relations entre ville et État, ça dépend beaucoup du contexte national. J'ai grossièrement simplifié dans ma présentation. Il ne reste pas moins que dans différents pays, par exemple la France et la Suisse, le mot État en France signifie l'État national. Le mot État en Suisse signifie l'État cantonal. Donc, ce que j'ai dit sur l'État pour la Suisse, par exemple, c'est effectivement les relations entre les villes et les cantons. Et on a vu le même mouvement. On a vu le même mouvement au début du 21e siècle, dans les années 0, je crois. Les années 2000. Les années 2000, on a effectivement vu une affirmation des villes par rapport à leur canton, surtout d'ailleurs avec l'aide du gouvernement fédéral, qui voulait intervenir dans les zones urbaines à problème. Mais ça s'est complètement essoufflé, ça s'est complètement replié. Le petit intermède de la montée en force des villes en Suisse, par exemple, par rapport au canton, il est terminé depuis 5 ans, je dirais, quand on a vu les nouvelles lois sur les politiques d'agglomération. Donc oui, mais justement dans les États fédéraux, État, ça veut dire État fédéré, en fait. Pour ce qui concerne la deuxième question sur le populisme, je pense qu'on pourrait avoir un long débat sur la question de savoir si le populisme est un correctif ou un danger pour la démocratie. Venant de Suisse, qui est quand même le pays avec le parti populiste le plus fort et au pouvoir depuis plus longtemps en Europe, donc depuis 1995, quasiment, on a une vision un peu plus, disons, peut-être pragmatique par rapport à la mouvance populiste. Je pense que, effectivement, la démocratie est en retrait à partir du moment où les populistes au pouvoir réussissent à changer les règles du jeu, à changer notamment les règles du jeu de l'État libéral, de la démocratie libérale, donc de la Rechtsstaat, donc de l'État de droit, des protections, notamment des minorités, etc. Je pense que là, il y a un danger. Autrement, démocratie, ça veut dire aussi respecter les mouvances, les opinions d'une part importante des gens qui autrement ne peuvent pas s'articuler. Mais on peut avoir une discussion très longue, notamment sur la manière de réagir face à ce défi populiste. Mais je pense que nationalisme et populisme, c'est des choses qui, encore une fois, en Suisse, par exemple, le populisme ne rime pas forcément avec nationalisme. Ça rime avec souveraineté nationale plutôt qu'intégration européenne, mais c'est pas forcément une mouvance nationaliste, enfin, oui, aussi xénophobe, mais populisme de gauche. Enfin bref, c'est une question compliquée qu'on peut peut-être prolonger après ce soir, oui, quand on prendra un café après. Alors moi, sur la première question par rapport aux Américains et démocrates ou progressistes, j'étais à San Francisco au Global Climate Summit, qui a été organisé par le gouverneur Brown comme un événement anti-Trump, anti-sortie de l'accord de Paris, donc avec le C40, Bloomberg et tout ce que l'Amérique compte de la gauche américaine. Mais il y avait quand même aussi des élus républicains, des maires républicains. Ils n'étaient pas majorité, mais il y en avait quand même. Et donc, ça montre que le clivage, il n'est pas
toujours aussi précis qu'on pourrait le penser en Europe. Donc il y a des élus républicains qui sont clairement pas climato-sceptiques ou pas contre l'immigration et qui s'opposent à Trump dans un certain endroit, et plus des indépendants. Alors sur la décentralisation, l'Allemagne n'est pas décentralisée. L'Allemagne est un pays fédéral et en ce qui concerne les gouvernements locaux, la tutelle c'est les Länder, comme en Suisse avec les cantons. Et il y a beaucoup de Länder où le pouvoir est très centralisé par rapport aux gouvernements locaux. Donc, des fois, enfin, il faut. Je sais bien que vu de France, ça a l'air très décentralisé parce que c'est une fédération, mais dans la réalité, je pense que dans certains Länder, notamment dans les Länder du Sud, l'autonomie locale est tout à fait limitée et certainement pas plus forte qu'en France ou dans d'autres États. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que un pays très décentralisé, enfin des pays très décentralisés, c'est les pays scandinaves, où là, c'est même inversé, si vous voulez, puisqu'en fait, le nerf de la guerre étant toujours l'argent et la recette, dans les pays scandinaves, ce sont les villes, les autorités locales qui prélèvent l'impôt et qui reversent sa quote-part à l'État central. Donc on voit que là, le pouvoir est complètement inversé et que l'État ne fait rien sans avoir l'accord, si on peut dire, des gouvernements locaux. Je pourrais citer le Danemark aussi, où tous les ans, il y a une conférence nationale sur les recettes fiscales et le budget, où sont réunis les représentants du gouvernement, du Parlement et des autorités locales et régionales. Et donc le Parlement vote un budget et ensuite les 4 niveaux de gouvernance, enfin 3 maintenant parce que les régions ont quasiment disparu, se partagent le budget et doivent justifier auprès des autres pourquoi ils veulent plus ou moins. Donc ça c'est un élément intéressant. Et la dernière question sur les populismes, là je sais pas, c'est pas tellement à moi de répondre, mais je pense qu'il faut, on ne sait pas si le populisme est le résultat d'un échec, sans doute en partie, ou si c'est plus l'expression d'une volonté d'un renouveau de la pensée politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les gouvernements locaux et régionaux, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça limite quand même beaucoup la capacité d'agir et en général les gouvernements populistes ne sont pas les plus enclins à préserver l'autonomie locale. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc on va s'arrêter sur ces 3 questions, cette conclusion, sans bien sûr pouvoir porter un jugement définitif sur la relation entre l'État, puisque c'est un mouvement qui se perpétue, qui se poursuit. Pour ceux qui sont restés jusqu'à cette heure tardive, la bonne nouvelle c'est que je vais vous annoncer que demain matin nous commençons à 9h30 et pas à 9h, donc il y en a peut-être qui reviendront demain matin qui sont un peu plus tôt. Entendons en tout cas ce qui est annoncé sur le programme. Mais nous commençons à 9h30 précise. Voilà. Merci encore à tous et puis pour ceux qui vous ont pour demain, à demain. Alors j'ai juste quelques cadeaux. J'ai apporté quelques publications qu'on fait, mais évidemment elles sont en un exemplaire, donc ça va pas être très utile de les distribuer. Mais par contre, je vous invite à aller sur notre site internet si vous voulez les consulter. On publie très régulièrement des choses sur la coopération décentralisée, les relations entre villes, l'autonomie locale, etc. Et puis il y a un gros pavé qu'on a publié cette année, qui est une contribution au débat sur le futur de l'Europe, qui s'appelle Europe 2030, les territoires prennent la parole. Et donc c'est à la fois une synthèse de débat qu'on a conduit en interne sur notre vision comme organisation du futur de l'Europe et une sélection de contributions d'élus locaux et régionaux de toute l'Europe sur leur vision personnelle de l'Europe en 2030. Voilà, donc je vous en fais cadeau. Mais c'est trouvable normalement